Benjamin, je suis content de te recevoir sur Crisis. Aujourd'hui, comme on en a parlé du coup un peu en off et pendant les préparations, on va parler d'un événement ou une crise que tu as traversé qui a joué un rôle important dans ton parcours. Mais avant ça, comme je te le disais, j'aimerais commencer par une première question. Qu'est-ce que je dois savoir sur toi pour te comprendre aujourd'hui? Ah oui, direct la question dans le vif du sujet. Bah déjà bonjour à tous et à toutes, tous les auditeurs et bonjour Clément. Merci de m'inviter et de me recevoir dans ce podcast. C'est avec plaisir pour en parler. Et qu'est-ce que tu as à savoir pour mieux me cerner en gros? Ça peut être très très vague ou je peux faire du T'as du la main libre, mainstream. tu peux dire tout ce que tu veux. Quelque chose du style pour moi là, mais c'est très ouais, c'est très random, mais quelque chose du style la vie, tous les jours sont un cadeau. Il faut essayer d'en profiter au maximum et réaliser qu'on a la chance d'avoir deux bras, deux jambes et un cerveau qui fonctionne, et c'est déjà en soi un cadeau. C'est un peu bateau et banal, mais en réalité, c'est le jour où on a plus deux bras, deux jambes ou une tête qui fonctionne qu'on se rend compte à quel point c'était quand même sacrément cool de les avoir. Parce que c'est Donc quelque chose que tu arrives à réaliser du coup tous les jours. ouais, de par bah là du coup c'est bon, on commence direct, c'est mon beau-frère qui est polyhandicapé, et donc le frère de ma femme qui est atteint de maladies physiques et mentales, et du coup il est on se rend compte de l'assistanat dans duquel il a besoin, et j'essaie de faire attention aux mots que j'utilise pour pas heurter. Euh, et du coup, ça permet de se rendre compte que bah, il aimerait probablement pouvoir vivre ça. Il peut même pas le communiquer ou le verbaliser, mais il est heureux dès qu'il est dehors, dès qu'il est sur un vélo ou en train de courir, pour avoir déjà fait des joëlettes avec lui. Et c'est des moments qui lui procurent beaucoup de bonheur et de joie. Et tu te dis, il aurait sûrement aimé le vivre par lui-même. On a la chance de pouvoir vivre une course. Du coup, c'est quelque chose qui est en nous. C'est un des projets que j'aimerais développer, pouvoir faire un triathlon, un Ironman un peu avec lui et ma femme, et pouvoir partager ça, c'est ce qui est le plus beau, je trouve. Ça me parle beaucoup et ça fait écho avec Johan Kulianes que j'ai reçu sur le podcast aussi. Je sais pas si ça te parle, Yes, je le mais suis. bah parfait. Mais du coup, pour ceux qui nous écoutent, c'est un ancien footballeur professionnel qui est devenu tétraplégique du coup à cause d'un saut dans une piscine et qui maintenant fait des défis sportifs pour montrer que c'est possible et que justement c'est pas la fin. Mais justement, est-ce qu'avec ton beau-frère, toi, tu l'accompagnes dans ses courses en Joëlette ou des événements comme ça? Et qu'est-ce que tu ressens quand tu le fais, si c'est le cas? Bah, on l'eut fait par le passé. On a fait pas mal de courses. Avec lui, on a fait le Paris-Versailles, beaucoup de courses parisiennes parce que c'est plus Ok. facile, et qui a une asso qui gère ça très très bien sur Paris. Mais là, on a arrêté pour des raisons médicales parce qu'il va se faire opérer de la colonne vertébrale, et qu'en gros, il a une énorme scoliose de la colonne vertébrale due à l'immobilisme dans son fauteuil. Et du coup, forcément, c'est compliqué de le faire parce qu'il y a des chocs sur la joëlette, donc c'est compliqué de lui faire subir ça. C'est pas forcément très confortable, donc on a arrêté. Mais c'est des moments qu'on a partagé. Les 10 kilomètres de Charletti aussi, on a fait avec l'arrivée dans le stade à Paris, qui est une course avec beaucoup d'ambiance à l'arrivée. Et en fait, il est très sensible aux énergies globales. C'est-à-dire quand tout le monde est joyeux et que c'est la fête, c'est le plus heureux, et il s'en fiche de la raison. Ça pourrait être, tu peux l'emmener à un mariage à un 10 kilomètres, lui c'est la fête, il est content, tout le monde est content, même un anniversaire, il y a de la musique, ça sourit, c'est heureux, ça rigole, donc il rigole. Et c'est ces moments de joie, en fait, c'est pouvoir déclencher ça via ma passion à moi avec lui, que je trouve vraiment cool et vraiment, vraiment beau. C'est de pouvoir partager hors mots, hors performance, parce qu'on est en dehors de la performance, on est en dehors d'un dialogue ou d'échange avec des mots. Et c'est vraiment sur du ressenti, du visage, de la position, de la posture, du non-verbal. Et c'est là-dessus qu'on essaye de jouer et de synchroniser. Donc c'est ça que je kiffe vraiment. C'est que c'est un échange très pur, entre guillemets. Enfin, des guillemets, c'est pas forcément le terme, mais c'est quelque chose de très de très unique comme relation. Et avant de partir sur le sujet de l'épisode et de parler de toi justement, mais c'est intéressant en plus qu'on soit rentré dans le sujet dès le début, mais est-ce que pour faire le lien avec ce que tu disais avant, de prendre conscience tous les jours qu'on peut faire ce genre de choses, courir, se déplacer,
est-ce que c'est quelque chose qui, au-delà d'en prendre conscience, t'aide aussi, toi, dans tes épreuves sportives, à te dépasser ou à te motiver quand ça va pas pour aller à l'entraînement ou ce genre de choses? Euh, Pas forcément, je tire pas forcément ma motivation de là. Alors j'essaye d'apprécier, d'avoir la capacité de faire des choses pour les faire et pour éviter de remettre à plus tard. Et c'est une partie de ma motivation, mais c'est pas la plus grosse. Je dirais plutôt que ça me permet de prendre conscience, ouais, de cette chance-là. Ça tourne un peu en rond, c'est pas clair, c'est pas hyper clair. C'est comment le formuler? La motivation intrinsèque vient d'ailleurs, mais ça me permet de ne pas abandonner, de ne pas lâcher. C'est pas forcément ça qui me fait avancer, mais c'est ça qui m'évite de me mettre sur le côté. Ok. C'est ça qui me permet de me dire, voilà, entre guillemets, tu peux pas te mettre en stand-by parce que, et ça me remet un peu les pieds sur terre vis-à-vis des performances, du dépassement de soi. On voit beaucoup sur les réseaux. Faire un Ironman, ça a l'air normal. Faire un ultra trail, faire 100 miles, ça a l'air normal. On voit des mecs qui font ça toute la journée, des mecs qui font des marathons en sub 3 heures. Ça fait 15 ans que je cours. Je vaux 3 heures, allez, 20, peut-être 30 sur marathon. Je l'ai pas fait, mais, et pourtant, ça fait 15 ans que je cours et je suis un mec de 30 ans lambda, plutôt en forme, sans enfant. Et sur les réseaux, c'est pas du tout ce que je perçois, ce que je vois. Je vois que des mecs de 20 ans qui font des 2h40 et je suis en mode, ils sont où ces gens-là dans la rue? Enfin, c'est, c'est pas du tout la réalité, la vraie réalité. C'est pas, et par rapport au coaching aussi, c'est pas du tout les profils de ceux que je coach. Il y a des profils performance, mais la majorité des gens sont pas là pour ça et c'est pas ça qu'ils recherchent. Et là, ce qu'on voit sur les réseaux n'est pas la réalité du terrain. Et du coup, ça me permet aussi de garder les pieds sur terre en fait, on s'en fout. En fait, fondamentalement, la perf, le sub 3 heures, c'est sympa pour notre ego, pour flex à la machine à café, mais mis à part si tu deviens champion du monde ou que tu deviens top 10, allez, top 50 mondial, parce que tu commences à pouvoir flex à top 50 mondial, ça commence à causer. En dessous, bah, c'est bien, tes performances, c'est cool, mais t'as la chance de pouvoir l'être, d'autres ne l'ont pas, et ça permet juste de se dire, je le fais à mon niveau, je me dépasse, j'ai la chance de pouvoir payer pour cette souffrance-là, et c'est juste trop cool. Ça doit rester du plaisir. Donc c'est plutôt, je dirais, ça me permet de prendre du plaisir dans ce dépassement et dans cette douleur-là. Je mets des guillemets à douleur, mais ce dépassement de Ouais. soi-là. C'est trop intéressant parce que ça me fait penser à l'épisode que j'ai tourné avec Greg Ibeknussen, qui est aussi un préparateur coach de course à pied et de trail. Et c'est ce qu'il me Ouais, disait en fait, on s'en fout du temps parce que il y aura toujours meilleur que toi, donc c'est ça. concentre-toi juste sur toi, quoi. Mais c'est facile de le rappeler. Moi, sur la prépa Ironman, j'avais l'impression, je montais à 20 heures d'entraînement semaine et avec les réseaux, j'avais l'impression qu'il y avait toujours des mecs qui faisaient plus. Alors que c'est déjà colossal. C'est-à-dire que c'est déjà colossal. Je galérais à mettre des créneaux dans la semaine pour faire du sport. Et je voyais des mecs qui montaient à 24, 26, 30. Ça s'arrête. Et en fait, j'ai réalisé via cette prépa-là, mais on en parlera peut-être après, qu'il y avait toujours plus, effectivement, en le prenant en pleine tête, en faisant, bah, moi, je suis allé au max de ce que je pouvais avant le burn-out sportif. Et juste, je suis en mode, bah, c'est ma zone à moi, c'est ma limite à moi et je suis OK avec ça. Mais ça remet les pieds sur terre un peu, donc c'est cool. Très cool. Pour remettre les pieds sur terre, comme tu le disais, Ouais. je te propose de reprendre depuis le début avec la thématique de cet épisode, mais quel est l'événement ou la crise qui a construit la personne que tu es aujourd'hui? Il y en a pas qu'une. C'est dur de répondre parce que c'est pas qu'une, mais c'est la même. C'est plutôt la situation familiale. Ok. Il y en a pas qu'une, mais c'est la même qui est latente entre guillemets, qui est en plusieurs étapes et plusieurs épisodes et qui aura été déclenchée il y a 3 ans par le décès de mon père du coup, qui est mort d'un cancer. Et c'est pareil, quand même assez jeune. J'avais 26 ans. Je l'ai accompagné pendant 2 ans sur le process de chimiothérapie. Il y a eu des hauts, des bas, des espoirs de s'en sortir, et puis en fait non. On savait à peu près où ça allait, mais c'est là où c'est fourbe, c'est que on t'annonce entre 6 mois et 10 ans. C'est pas tout à fait la même chose, et puis les 2 ans, c'est pas 2 ans où il est en train de vivre sa vie normalement. Ouais. C'est de l'alitement, c'est des soins à domicile, c'est beaucoup d'organisation, de déplacement. Lui, il peut plus faire grand chose. Enfin, la balade en bas, c'est aller en bas, s'asseoir sur un banc, c'était déjà un projet de journée, quoi. On avait l'après-midi qui était occupé. Donc je dirais que cette étape-là m'a marqué, et m'a consolidé dans ma vision de, de sport et de choix de vie. Mais la première crise découle d'avant.
où je suis parti de chez moi. Le débat est flou, mais globalement, j'ai été SDF pendant un mois avant que ma femme actuelle, donc ma copine de l'époque, m'accueille chez ses parents et que je sois allé en coloc avec ses parents parce qu'il y avait un contexte familial beaucoup trop toxique dans lequel je pouvais pas m'épanouir et dans lequel je pouvais pas continuer mes études. Donc c'est à ce moment-là où en gros j'étais en études, j'étais en train de passer les concours pour faire une école d'ingé. Donc de base je suis ingénieur diplômé des arts et métiers et c'est à ce moment-là que je passais les concours. Donc c'est plutôt costaud quand même, c'est quelques heures de travail. Et dans ce cadre-là, c'était pas du tout possible à la maison. Et donc ça m'a conforté dans je veux voir ce qu'il y a ailleurs. Je veux aller croquer le monde en gros à pleines dents et en profiter à fond. Et en même temps il y a les études, il y a plein d'éléments à pouvoir structurer avant de réussir à aller croquer ce monde et d'y aller. Donc ça m'a alimenté dans qu'est-ce que tu veux, de qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie. Et si t'es parti, ça peut être sur des rails à tout moment avec l'école d'ingé, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais été mis sur ces rails-là par un process familial où on m'a toujours dit, en gros, le discours à la maison, c'était bah soit tu fais école d'ingé, soit tu fais école de commerce, sinon t'as raté ta vie. C'était à peu près ça, si je résume le truc. Heureusement que c'est pas vrai et que j'ai pu découvrir après que c'était pas vrai, donc ils m'ont toujours poussé au cul. On a fait des tests d'orientation en troisième où dans le test d'orientation, elle m'a dit bah soit il fait prof de sport, soit il va élever des moutons dans le Larzac. C'était à peu près ça les deux solutions qu'il y avait sur le test de troisième. Hein. Donc tu te dis en troisième, bah je vais quand même écouter. Il y a un appel de la nature, il y a un truc. Je vais pas le mettre ingénieur en nucléaire. C'est pas forcément le lien. Mais ça a pas été écouté. On m'a dit bah non, il faut général. T'as pas le choix. Tu gagnes pas d'argent, t'as pas de loyer, t'as pas le choix de ta vie, donc tu fais un peu comme tu peux. Et j'avais la capacité aussi intellectuelle du coup de pouvoir le faire à coup de bâton, mais c'est rentré, c'est passé. Et du coup, sur ce process-là, ça m'a permis de me remettre en question sur est-ce que j'en avais vraiment envie. Et c'est pour ça que je dis que c'est un process et que c'est long, c'est une crise un peu en plusieurs étapes. Et en fait, avant que mon père décède, un an avant sa maladie, il y a eu le Covid. Et on est parti vivre à La Réunion avec ma femme. J'avais rompu mon travail d'ingénieur. Donc j'avais arrêté mon travail d'ingénieur. J'étais en chômage technique pendant le Covid. Donc du coup, j'ai profité du switch du Covid pour aller à La Réunion, lancer mon activité de coach directement via les réseaux et voir si ça marchait. Et en gros, l'idée, c'était un peu on y va, on va vivre l'aventure, on va vivre un an à La Réunion. De base, on voulait y rester entre 3 et 5 ans à peu près. Mais on va vivre à La Réunion, on voit, je lance mon activité de coach, j'ai toujours mon diplôme d'ingé. Pour l'instant, je suis au chômage technique. On n'a pas besoin de moi, je suis payé, je suis très bien payé. Il n'y a pas beaucoup de risques. Et après, derrière, j'avais le chômage qui sécurisait. Donc, je savais que j'avais à peu près 3 ans de sécurité financière où je pouvais faire un peu ce que je voulais. Donc je me suis dit bah let's go, sauf que c'est pas ma mentalité de dépendre des aides. Donc je me suis dit le but c'est de plus les avoir le plus vite possible, c'est le jeu, je voyais pas ça comme bon bah j'y vais en dilettante pendant 3 ans, c'était plutôt je veux m'assurer que ce soit viable et faisable financièrement le plus tôt possible. Donc j'ai lancé ça à La Réunion sans trop savoir où j'allais, j'ai lancé un stage, j'ai lancé YouTube, j'ai fait des coachings, j'ai pris mes athlètes. J'avais pas de formation au titre de diplôme d'encadreur à ce moment-là de coach sportif reconnu d'État à ce moment-là parce que je sortais d'un diplôme d'ingé assez qui est quand même assez reconnu et c'est un peu relou en France quand tu fais un switch, il y a rien, c'est-à-dire que mon diplôme d'ingé ne vaut que dalle et on dit bah non, il faut la carte pro niveau bac. Mais les refs, j'ai jamais trop compris cette mentalité. Après c'est important, c'est aussi quelque chose qui permet de cadrer le domaine d'exercice. Donc je l'ai fait en rentrant en France et en fait ça s'est bien goupillé. Mon père est tombé malade, on est rentré en France et j'ai passé mon diplôme à ce moment-là. J'en ai profité parce qu'on devait rester sur Paris avec lui. Donc, j'en ai profité pour faire un coup double sur c'est négatif. On va transformer ça en opportunité positive et on va aller choper le diplôme qui manque pour rendre ça un peu plus concret aussi. Et c'est au bout d'un an, c'était économiquement viable. Je commençais à globalement à gagner ma vie comme il fallait. Il y a eu la maladie de mon père pendant 2 ans. Il est décédé et il m'a vu heureux et il m'a dit, en fait, c'est ça qui, depuis le début, c'est là qu'il fallait que t'ailles. C'est logique, c'est cohérent et c'est ça qu'il fallait que tu fasses depuis le début globalement. Et j'étais en mode, bah oui, moi je me sens aligné, je me sens heureux, je sens que j'aide des gens, je kiffe, je vis de ma passion, je suis tout le temps dehors en train de faire du vélo, courir ou rouler.
J'adore ça. Donc ce serait plutôt tous ces éléments-là et tout ça. J'ai beaucoup parlé. Est-ce que Pas de ça répond à souci, la question j'écoute. de base ou pas? Ça répond entièrement à la question et tu m'as donné plein d'éléments en même temps de bah, le contexte familial, le fait d'avoir les études à côté, de relancer ton projet. Mais par rapport à tout ça, on va dire au premier domino qui a découlé tous les autres, comment est-ce que tu t'es senti et ça a été quoi le déclic pour te dire il faut que je parte à ce moment-là pour pouvoir continuer ces études? En gros, c'est parce que je passais plus de temps à être. Ma mère étant alcoolique à la maison et mon père travaillait beaucoup, c'était une espèce de domination mentale à la maison, une espèce de. Elle faisait rien dans le canapé, elle buvait son verre de rouge et surtout, fallait pas l'embêter devant la télé. Ok. Fallait pas faire de bruit et donc on se retrouvait. Fallait que ses verres de vin soient propres, fallait laver la douche 6, 7, 8 fois. Quand tu dois réviser et qu'on te gueule dessus pour que tu laves une douche, le cadre est pas forcément fou. Et il y a un soir où ça m'a fait tic, c'est que je me suis dit c'est pas possible. J'ai vu la croisée des chemins. On parle souvent de choix et de croisée de chemin où on voit que on un peu comme à la première soirée, on décide de prendre ce joint ou de pas prendre ce joint. On sait qu'on fait un choix sur les 10 prochaines années qui peut avoir un impact sur le bout du chemin très long. Et là, c'était un soir random où je devais travailler et réviser. C'était un soir comme un mardi ou un mercredi soir, c'était en semaine. Je rentrais de l'atelier, il était 21h30. Je vidais le lave-vaisselle et elle est venue. Le lave-vaisselle a jamais lavé les verres à vin comme elle voulait, donc il fallait relaver les verres à vin après le passage au lave-vaisselle. On était là-dessus, donc c'est pas ouf. Et je me rappelle qu'elle fait 1m50 et je fais 1m80 et elle venait me gueuler dans les oreilles. Ouais, c'est dégueulasse, faut relaver, lave ça correctement et tout. De l'humiliation mélangée à la fatigue du run d'avant, au stress des études et de réussir les examens que je préparais. Tout ça, c'est un peu mélangé, le fait d'être tout seul à la maison avec ma mère, parce que j'ai une sœur qui est partie aussi, qui a fait tous les pays du monde pour pas être à côté de mes parents, et mon père qui travaillait très tard et qui rentrait, qui partait globalement pour fuir ce climat de la maison essentiellement. Il partait tôt le matin, il rentrait tard le soir et il avait pas envie de confronter ma mère parce que ça n'allait, enfin, comme elle en a pas conscience, c'est très dur d'échanger ou de discuter avec elle. C'est un malade qui veut pas se rendre compte qu'il est malade, c'est compliqué d'essayer de commencer à amorcer le chemin de la guérison. Donc en fait, il y a rien qu'on puisse faire on a essayé pas mal de choses. Et ce soir-là, je me suis vu la passer par la fenêtre. Et en fait, ça me tellement c'est monté, je me suis vraiment, il y a eu un déclic où je me suis bloqué et j'ai freeze. Il y a eu j'étais en 200, en 270p à ce moment-là. Il y a eu un freeze et je me suis dit, soit je la passe par la fenêtre et advienne que pourra, je l'aurais passé par la fenêtre, ça ira mieux, vraiment mieux et beaucoup de galères évitées, mais d'autres galères pas ouf qui peuvent arriver par la suite, genre la prison. J'ai pas forcément envie de ça. Soit je lâche l'affaire et je me dis vas-y, tu t'en sortiras jamais, le verre sera jamais assez propre, c'est pas le problème du verre, c'est un problème plus profond, plus sombre que ça. Et du coup, j'ai réussi et c'est là où les études m'ont un peu sauvé aussi parce qu'elles m'ont permis de pas réagir à ce moment-là et de me dire OK, laisse-la gueuler, je suis allé m'enfermer dans ma chambre. En fait, je me suis dit je fais 1m80, je fais 80 kilos, elle fait 1m50 et 50 kilos à peu près. Si je veux pas bouger, elle me bouge pas. Elle pourra me punir, mais de toute façon, j'ai déjà plus rien. J'avais pas de téléphone, j'avais pas de PC, j'avais pas le droit de sortir. C'était vraiment, j'avais 20 ans. Ok. C'est compliqué, c'est compliqué. J'avais le droit à 4 heures de sortie le dimanche après, entre 14h et 18h, et si je rentrais plus tard, j'étais puni. Je sais même pas de quoi, je sais même plus de quoi, mais il y avait toujours des punitions, de punitions. Donc bref, je me suis dit, bah, j'arrête de rentrer dans le jeu, j'arrête juste de jouer à ce jeu-là toxique. Moi, je décide que ça s'arrête aujourd'hui et peu importe ce qui va se passer, je décide de prendre ma vie en main et de bouger. Et j'ai fait ma valise et on devait partir au ski la semaine d'après parce que c'est ça qui est compliqué aussi, c'est qu'on on t'emmène au ski. Et du coup, tu sais, c'est quand même un privilège, c'est quand même trop cool et c'est dur de dire ça quand tu t'expliques ça et qu'on te dit ouais mais t'as eu la chance d'aller au ski quand même, c'est trop cool. Et oui, c'est trop cool. J'ai vécu des vacances au ski, mais c'était des embrouilles non-stop, de l'humiliation non-stop, des clashs familiaux non-stop et du coup, c'est pas forcément ce qu'on imagine dessus. Donc c'est là où tout est en demi-teinte de à la fois c'est une médaille avec un recto et un verso quoi. Il y a soit on regarde le côté reluisant, cool, sympa, facile, soit on regarde le off et le off est un peu moins glorieux et du coup je me suis dit non, let's go, ce jour-là, je prends ma vie en main et c'est là que j'ai amorcé le truc de commencer à me dire bah peut-être que l'école d'ingé c'est pas pour moi.
peut-être que mon chemin il est ailleurs, mais j'avais pas encore pris conscience. Il fallait que j'aille au bout déjà pour sécuriser, parce qu'on est en France, ça reste un beau diplôme, ça reste quelque chose où c'est un faire valoir pour trouver du travail qui est intéressant. Donc si il faut demain, si Trump actuellement décide de fermer Instagram et YouTube et qui sont ma principale porte d'entrée pour trouver des athlètes, et comment je fais? Donc il y a aussi cette intelligence économique de pas être à la rue et de me dire j'ai toujours un diplôme, je suis à 1 heure d'une centrale nucléaire, je peux aller bosser à tout moment, retrouver un job en cas de besoin, surtout dans un conflit de guerre potentiel, ça peut être intéressant et m'éviter d'aller au front. Ça, c'est tout ce que je me souhaite parce que je ne sais pas me battre. Je suis même nul sur League of Legends, donc autant pas que j'aille au front, ça serait naze. Je vois. Et le soir où où t'as ce déclic, justement, tu dis que t'as fait 1 mois de latence où t'avais pas de domicile fixe, mais le moment où tu passes la porte avec cette valise, comment est-ce que tu te sens à ce moment-là, d'un point de vue Bien. mental? Je me sens enfin bien et léger. Genre, je sais que je prends la bonne décision. À ce moment-là, je sais que je prends la bonne décision. Alors, il y a énormément de stress et d'inconnu. Puis triste parce que c'est pas ce que j'aurais voulu et que ça me fend le cœur que ça arrive comme ça parce que ça faisait quand même 3-4 ans que je bataillais. Ça fait 6 ans que ma sœur était partie de la maison et ça faisait 3-4 ans que moi je bataillais en frontal pour essayer d'arranger le climat, d'aider ma mère, de gérer tout ce conflit avec tout ce que ça induit en situation que j'aurais pas dû vivre. Mais j'avais donné quand même beaucoup d'énergie pour que la famille aille mieux. Et en fait, tu te rends compte que t'as pas le pouvoir. Donc il y a de la tristesse parce que tu te rends compte que c'est quelque chose sur lequel t'as pas de levier d'action et que toi t'as des leviers d'action que sur ta vie. Et du coup, je me suis dit je me concentre sur ces leviers d'action pour l'instant. Je vais là-dedans. Donc j'étais contente. Enfin, je savais que je faisais le bon choix. Je me sentais apaisé vis-à-vis de ce choix-là, en sachant que j'aurais plus jamais à l'affronter et que même si ça sous-entendait j'étais prêt à faire caissier ou aller faire des travails le soir et à travailler de 17h. J'avais déjà trouvé un job pour faire 17h, 23h au taf, faire partir à 7h à l'école et gratter mes 900 € par mois et aller prendre un loyer à 600 € et manger pour 300 €. Et c'est la galère, ça va tenir un temps, mais derrière j'avais une alternance 6 mois après, donc du coup potentiellement c'était jouable. Et c'est là où le destin, mes beaux-parents qui m'ouvrent la porte et qui me permettent, donc j'ai squatté des canapes de potes pendant 1 mois quasiment, et globalement derrière c'est mes beaux-parents qui me sauvent la mise et qui me permettent de finir mes études proprement. Donc je suis resté 1 an chez eux et dès que j'ai eu 3 mois de loyer pour pouvoir prendre une location, ou 3 mois de salaire pour pouvoir prendre une location, on a emménagé avec ma meuf à ce moment-là et on a pris un appart et on était autonome quoi, mais ça a pris en tout quasiment 1 an et demi, ouais. Et parce que du coup dans cette décision il y a un peu dans ce que tu dis le fait c'est une décision que t'as prise mais où t'étais un peu au pied du mur, donc c'est une décision aussi un peu non choisie entre guillemets, mais C'est marrant que tu utilises ces mots parce que c'est ce que j'ai essayé. Je me bats encore avec, jusqu'à ce que quand mon père était encore là, je me battais avec lui pour essayer de lui faire prendre conscience et reconnaître en tout cas que c'était leur décision. Et en fait, c'est pas la mienne parce que j'avais pas le choix. C'est-à-dire que te retrouver dans un choix où tu tues ta mère ou tu te barres, c'est pas vraiment un choix. Tu te retrouves juste à cette espèce de survie où tu essayes de prendre le moins pire et d'avancer comme tu peux. C'est pas vraiment un choix. J'appelle pas ça un choix. T'as un choix quand tu décides entre un malabar et un carambar. Là, c'est un vrai choix. C'est toi qui décides si tu veux mâcher un truc ou si tu veux du caramel ou j'en sais rien, de la pomme. Et du coup, je me bats encore avec ma mère qui, pour elle, c'est ma décision. Donc, les conséquences m'appartiennent. Et pour elle, c'est hyper normal et ok. C'est-à-dire qu'elle ne veut plus en entendre parler et les problèmes que je rencontre sont mes problèmes parce que j'ai décidé de devenir autonome. Donc, elle a plus à subvenir à mes besoins, elle a plus à m'aider, elle a plus à, et pas un centime, rien. Une fois, elle m'a fait un cadeau. Pour ma crémaillère, 1 an et demi après, quand j'avais emménagé, ça s'était un peu apaisé parce que j'étais plus à la maison et puis elle essayait c'est beaucoup de manipulation, donc elle essayait de gagner des points plus que mon père. C'était un jeu un jeu de dupe. Elle m'a déposé un four il y avait pas de connectique électrique dans le four. Donc elle me dépose un four en bas de chez moi, ce qui est trop sympa parce qu'il me manquait un four pour ma cuisine. Tu sais, c'est les premiers apparts étudiants. T'as pas de four ou t'as un truc, c'est un vieux micro-ondes grille-pain nul. Et là, elle te dépose ça et tu te retrouves avec genre 40 kilos sur le trottoir. T'as pas de diable, t'as rien, t'es tout seul.
ta mère qui fait tiens, cadeau, et tu dois dire merci, tu sais, il y a pas de câble électrique, c'est-à-dire qu'il faut que j'aille encore acheter un câble, dénuder le câble, reconnecter dedans, enfin tout est un bordel et tout était comme ça. Donc moi j'ai lâché l'affaire, aujourd'hui j'en rigole et j'ai pris énormément de recul là-dessus où c'est plus mon problème entre guillemets, c'est le sien. Si un jour moi la porte est entrouverte et si un jour elle veut qu'on en reparle, on en reparlera. Mais ça par contre ça me motive parce que j'ai à cœur maintenant aujourd'hui de lui prouver que je peux réussir et que je peux m'en sortir et perfer sur mes courses ou aller faire des 100 miles, des Ironman, vivre de ma passion, pas être coach sportif comme elle l'entendait et pouvoir aussi, il y a un aspect business et financier ou pouvoir potentiellement pas être au SMIC parce qu'elle avait une image du coach sportif qui est au SMIC. Le mec du Cobu, elle voulait pas ça parce qu'elle avait l'image du coach sportif chez du Cobu, tu vois, le slip, la cigarette, la bière et le gros bide et le SMIC. Et elle était en mode, bah non, je veux pas. Ce qui est à la fois un peu mignon parce que t'as pas forcément envie de ça pour ton enfant comme carrière. Ce qui s'entend, t'essayes de lui donner le meilleur et les armes pour le meilleur, mais voilà. Donc c'est pas un choix. Pour moi, c'est pas un choix. De mon point de vue, c'est pas un choix que j'ai eu. Ça a été imposé. C'était une réaction normale. Je pouvais pas faire autrement à ce moment-là. Ok, je vois. Et du coup, si, enfin, c'est pas un choix, mais à ce moment-là, quand tu prends tes affaires et que tu sors et que tu te sens libre, même si c'est pas un choix, comme tu le dis, il y a eu entre guillemets un dilemme, est-ce que je pars ou pas à un moment. Est-ce que le fait d'avoir osé partir et de justement faire ce que tu disais là, de te rendre compte que bah, ce qui t'arrive, c'est uniquement tes actions, de tes choix et de ce que toi tu es capable de faire ou non. Maintenant, c'est quelque chose qui t'aide et qui t'a appris ou qui a une sorte de clic qui fait que maintenant tu sais que peu importe ce qui t'arrive, ça relate entre guillemets de toi et de tes choix et donc tu peux atteindre les objectifs que tu te fixes si tu t'en donnes les moyens. Ben, non, dans le sens où pour moi, j'ai pas encore assez accompli. Il y a une Ok. espèce de côté prouveur, tu sais, où genre j'ai pas encore assez prouvé. Alors, je suis pas du tout dans le délire de devenir multimillionnaire et c'est pas forcément là-dessus. Mais pour moi, j'ai pas encore une stabilité ou ne serait-ce qu'une société, tu vois, avoir une société qui tourne où je suis fier de payer mes impôts en France, mais pour l'instant, je suis dans la phase où c'est un peu dur de payer ses impôts en France, donc je suis pas encore sorti tout à fait de cette galère où je veux juste être à l'aise et arrêter de me prendre la tête et avoir une société qui tourne, quelque chose où j'ai réussi à créer du contenu sur Insta, sur YouTube, un podcast, où j'arrive à me challenger, à me sortir de ma zone de confort. Je réalise petit à petit, bah on en parlera après, mais là avec le livre, je réalise petit à petit ce que j'arrive à accomplir quand même. Et c'est cool parce que je me revois en partant et je me dis putain on l'a fait quoi. Il y a une part de on est en train de le faire ou on l'a fait et c'est en train de se jalonner de mieux en mieux et ça continue d'aller dans le bon sens donc oui ça me challenge mais c'est pas au point de pour moi j'ai pas encore fini enfin c'est pas encore assez stable et fini pour te dire je suis sorti du tunnel et Ouais. du toboggan. Mais il y a une histoire qui m'a toujours inspiré, que j'avais lu quasiment, parce que j'avais lu La semaine de 4 heures de Tim Ferriss pour les Ouais. auto-entrepreneurs à peu près à ce moment-là que j'ai trouvé chez mon autre belle-mère, parce que ma femme a Ok. ma femme actuelle a deux parents séparés, et donc de l'autre côté il y a la deuxième belle-belle-mère qui avait ce livre dans les toilettes, et j'étais tombé dessus par hasard, je l'avais dévoré, et en fait c'est là que je me suis fait le déclic de putain, mais c'est trop bien auto-entrepreneur. Et genre, c'est trop cool. On peut jouer à faire de l'argent. C'est fou, c'est pas sale, c'est trop bien. Il y a un côté jeu, tu vois, vraiment, où c'est pas une fin en soi, mais il y a un côté let's go, jeu, c'est pas forcément que je sors, c'est la première fois que j'ai une bulle autre que l'aspect salarié, faut gravir les échelons, faut avoir un diplôme bac+5, ensuite tu deviens patron, tu deviens patron de patron, tu deviens chef de patron, et comme ça tu t'arrêtes plus jamais, tu bosses 75 heures semaine, et t'es blindé et t'as plus d'argent et t'es bien Ouais. financièrement, mais du coup je vois une autre voie plus dure, plus sinueuse, un peu plus challengeante qui peut être vue comme un jeu et je suis en mode putain trop bien. Et dans cette période-là j'entends un mec qui en gros la plus grosse peur pour se lancer en entrepreneuriat c'est de retomber SDF ou pauvre ou de revenir au niveau zéro, de pas avoir d'argent pour manger, pour payer son loyer, etc. Et il y a un entrepreneur américain qui a dit ok c'est ma plus grosse peur, bah je vais l'affronter, et il en a fait une vidéo YouTube ou un livre je sais plus, et il a été en gros il s'est remis SDF, il a tout lâché, il n'y a plus de téléphone, pas de carte bleue, pas de sécurité, rien.
il s'est mis dehors, il s'est mis vraiment dehors et il s'est dit let's go maintenant, essaye de faire quelque chose. Et ça lui a pris, je crois, 6 mois avant de remonter une boîte. Alors après, il y va avec son vécu, il avait déjà beaucoup de background et d'infos et il a une mentalité financière qui est différente dessus, mais je trouve ça intéressant de se dire oui, tu peux t'en sortir si bah, après c'est compliqué, il y a plein de choses qui sont exclues de ce test-là, mais je trouve le test intéressant d'aller affronter sa plus grosse peur et de se dire bah en fait on peut y aller et je me reconnais là-dedans dans le sens où j'ai affronté ma plus grosse peur de partir à ce moment-là et de me dire aujourd'hui j'ai réussi à en faire quelque chose parce que le risque c'était de rien en faire ou il y avait un monde où c'était plus simple d'aller boire de l'alcool, prendre des drogues et finir en soirée avec des potes. T'es étudiant, t'es à Paris, ça circule. C'était un choix de vie aussi à ce moment-là et c'était possible. Je dis pas que j'ai pas abusé des soirées. Je me suis fait plaisir, mais c'était une pente descendante et c'est là où je suis content d'en être, enfin d'être sorti et de réussir ce que j'ai réussi aujourd'hui avec tout ce temps-là quoi. Tu m'as ouvert plein de portes intéressantes que j'ai Encore. envie d'ouvrir avec toi pour en discuter et que ce soit affronter ses plus grosses peurs, le jeu de l'argent, tout ça. Mais si on reprend un peu de manière chronologique, il y a une phrase que tu as dit tout à l'heure qui m'a parlé. C'est au moment de ton retour de la Réunion, donc au début du Covid et avec la maladie de ton père où tu disais bah en fait j'en ai profité de transformer cette crise en opportunité pour en même temps passer mon diplôme. Comment est-ce que mentalement t'arrives à voir sur le coup, si c'est le cas, de dire ok là c'est un moment où je suis un peu dans la merde, mais on va peut-être pouvoir en faire quelque chose. En fait, je raisonne pas comme ça. C'est pas un truc de où est-ce qu'il est, où est-ce que c'est le positif ou Ok, comment est-ce que j'en fais quelque chose. C'est plus je suis incapable de rester sur place. Genre, c'est le sur place. Je sais pas comment l'expliquer. C'est quand ça bouge pas assez. Et là, c'était le cas parce qu'on devait rentrer. Donc c'était le Covid était fini. Là, on est resté à la Réunion jusqu'à la troisième vague du Covid. Et quand je suis rentré, mon père était déjà, il avait perdu 40 kilos, donc il était déjà bien amoché. Et du coup, on était enfin quasiment non-stop sur Paris. On a essayé un peu d'aller vivre au Sable d'Olonne pendant 4 mois, mais ça nous a pas plu. On est remonté à nouveau sur Paris 2 mois. On a été s'installer à Lyon. Mais du coup, il y avait plein d'aléas, Moi, j'avais pas vraiment encore d'activité. J'avais un début d'activité de coach, mais je vivais encore principalement du chômage à ce moment-là parce que le chômage compensait. Et du coup, je faisais un peu d'argent, mais pas assez pour en vivre. Et du coup, j'avais un planning qui était assez dispo. J'avais du temps. Et avec tous les allers-retours qu'il y avait à faire, je me dis bah sur Paris il y a les formations FFA, on peut passer un CQP, ça peut me permettre en même temps de le faire et de le passer. Je fais bah let's go, je sais pas combien de temps ça va durer, je suis bloqué, je remonte de toute façon une semaine toutes les 2 semaines, voire je passe un mois sur Paris quasiment tous les mois. C'était flou parce que tu remontes, t'entends tu remontes, et il va bien, il va mieux, il sort. Donc tu repars et t'es en mode bon bah si ça va mieux je repars. Tu repars 2 semaines chez toi, bah du coup à Lyon et après on te dit ah bah non en fait il a décompensé ou en fait ça va pas mieux, il retourne à l'hôpital, faut revenir. Tu y retournes, tu sais pas si tu reviens pour 2 jours, 2 semaines. Donc tu prends des billets de train ouverts et du coup je me dis bah tant qu'à passer souvent sur Paris, autant voir ce que je peux en faire niveau diplôme parce que je savais que c'était le truc qui me manquait le diplôme. Et du coup je me suis dit bah enfin est-ce que ça match? Et il s'avère que ça matchait. Donc je me suis dit let's go et c'est plutôt c'est devenu bénéf de me dire ça m'évite de remonter à Paris juste pour déprimer et voir mon père mourir à petit feu. Ça permet de aussi moi de m'aérer. ouais. Let's go, je pense à autre chose, je fais autre chose et c'est pas dans le mood de rendre ça positif, c'est plus dans le mood de j'ai pas envie d'être assis à pleurer à me morfondre toute la journée quoi, c'est plus ça. Ok, hyper intéressant et en même temps touchant de voir ça comme ça, même si je pense que ça a peut-être été le cas, mais difficile de quand même penser à autre chose et de faire ses études et ce diplôme, alors qu'il y a quand même cette situation négative, entre guillemets, en parallèle. J'étais pas tout le temps concentré sur les cours, si c'est la question. Forcément. Et, et tout à l'heure, tu parlais du jeu d'argent quand tu as découvert le livre de 4 heures de Tim Ferriss. En vrai, c'est marrant de voir ça comme ça. Comment est-ce que
toi maintenant, enfin, quelle est ta vision sur l'argent justement? Parce que c'est cool parce que tu en as parlé ouvertement alors que c'est un sujet que plein de personnes évitent ou pour qui C'est tabou à c'est mort. En tabou. France, tu gagnes de l'argent, il faut pas être bien, il faut être triste de gagner de l'argent ou le cacher. C'est fou, Mais c'est c'est fou. ça. Et justement, toi, comment est-ce que, bah, déjà, première question, quelle est ta vision de l'argent maintenant qu'en plus t'es entrepreneur, auto-entrepreneur et que t'as compris que c'était un jeu? Bah, en fait, je le vois, enfin, ça va être la réponse bateau que beaucoup de gens font généralement, mais c'est comme un moyen. C'est-à-dire que il en faut, on est dans une société capitaliste et c'est nécessaire, le fonctionnement intégral est basé là-dessus. Ça m'a bien fait suer quand il faut négocier un crédit à la banque et que tu es auto-entrepreneur et qu'ils prennent tes 3 dernières années de revenus fiscaux et que tu es en mode, bah ouais, mais il y a 3 ans, les refs, il y a très très loin pour moi dans ma boîte et dans mon parcours. Il s'est passé 20 000 trucs et ils prennent la moyenne sur les 3 ans, donc c'est compliqué. Donc il y a des réalités économiques en France où on n'est pas aidé là-dedans. Mais en fait, comme je suis un peu un rêveur, j'ai pas pris le problème à l'envers en me disant bon, va falloir ça pour la fiscalité, va falloir l'URSSAF, va falloir payer 26% de TVA, enfin 20% de TVA, 26% d'URSSAF. Je savais même pas. En fait, je me suis lancé en mode ah, ça me fait kiffer. Je suis parti pour kiffer. Moi, je suis parti de chez moi et j'ai arrêté l'école d'ingé pour kiffer. Donc à partir du moment où je kiffe plus, où je m'éclate plus, enfin c'est bye bye. C'est trop simple à dire parce qu'en réalité, tu continues toujours les activités, il y a toujours des trucs qui m'emmerdent, genre la compta, ça me fait suer. En réalité, le compter l'argent me fait suer. Mais du coup, c'est un moyen comme il en faut pour vivre et il y a un plafond de il en faut pour vivre. Mais j'ai pas besoin d'en avoir, de posséder beaucoup de choses ou beaucoup de matériel, des petits achats plaisir. Mais ça, c'est la Réunion qui me l'a apporté. À la Réunion, j'ai vécu pendant un an avec une claquette, un short de bain, un Marcel et une tenue de trail. Globalement, c'est tout ce que j'avais. C'est-à-dire que soit j'étais en maillot de bain, soit j'étais en tenue de trail. Et quand j'étais pas en tenue de trail, elle séché dans l'après-midi. Et globalement, je te caricature un peu le truc, hein, mais ma vie tenait dans un sac à dos. Et j'ai vécu pendant un an avec que un truc dans un sac à dos. Je changeais la paire de trail parce que c'est de la roche volcanique, donc la pompe de trail, c'est des Cascadia, je les avais poncés. Euh, mais, mais du coup, c'est un truc où tu te rends compte que tu as besoin de rien. Et à la Réunion, tu sors un peu du système capitaliste on essaye en fait, ça arrive pas. Et si ça arrive sur l'île, il y a 30% de taxes supplémentaires. Donc un truc déjà cher en métropole, à 30% de plus pour, en plus, bien de saper alors qu'il fait 35 degrés, le sweat, t'en as rien à faire. T'es à la plage, t'es en maillot de bain, t'es moins sujet à cette pub-là et à ce marketing-là et t'es tout le temps dehors. Donc t'es moins à consommer de la pub ou à consommer ces produits-là. Et du coup, je me suis rendu compte aussi qu'on était dans une société de consommation, on avait toujours envie de quelque chose, un besoin de quelque chose qui n'était pas forcément nécessaire. Et Et du coup, vas-y, dis-moi. non, j'allais dire justement, est-ce que maintenant que t'es revenu de la Réunion, c'est quelque chose que tu gardes ou que t'arrives à garder ce côté minimaliste et pas très influencé par le marketing? T'as vu le vélo derrière moi ou pas? Donc évidemment que non. C'est très dur et je reste une vicose du marketing comme absolument tout le monde parce qu'à un moment quand on te le matraque 60 fois et quand tu vois Blumenfeld avec son vélo, bah t'as envie d'avoir le même ou quoi. Je sais pas. Quand tu vois Kipchoge avec sa paire de chaussures, t'as envie d'avoir la même. C'est parce que je suis fan de sport et du coup je kiffe. Mais j'essaye de le mettre dans des trucs qui ont du sens. Par exemple, ma voiture, je m'en fous de ma voiture. Je mets pas une thune dans ma voiture. J'ai la même depuis maintenant 2 ans. C'est une 208. Je paye les répas quand il faut parce que du coup, bah, j'ai un peu d'argent donc je peux payer les réparations, mais je rachète pas une voiture. Et je vois pas l'intérêt. Je pourrais mettre sur la société, prendre un Audi Q5, faire plaisir, l'amortir sur 3 ans et me régaler. Mais ça n'a aucun, je trouve, c'est mon point de vue, hein, je trouve ça, à part si c'est du plaisir. Mon plaisir, et je fais entre 100 et 200 bornes de vélo par semaine minimum. Et bah, avoir un vélo qui roule, ouais, c'est cool. Genre, moi, j'aime bien je borne minimum 50 km semaine, avoir une bonne pompe de course. C'est cool, ça fait plaisir. Et c'est aussi pour ça que j'avais développé l'influence. C'est parce que du coup, maintenant, ce côté-là, il est offert. Et du coup, il y a un côté de jeu bah ouais, on me l'offre parce que j'ai bossé de l'influence, j'ai bossé les réseaux, Instagram, le podcast, etc. Du coup, j'ai cette chance-là, mais c'est une chance. Non, c'est du travail, mais c'est plus une question en fait. C'est du coup, ce matos-là est fourni et donc j'ai plus de besoin de besoin autre. Genre c'est con, mais tu vois, je vais pas au ciné, j'aime bien aller au théâtre de temps en temps.
max, mais ça coûte pas très cher d'aller au théâtre si tu y vas une fois tous les 6 mois. Les sorties, moi je kiffe aller courir, aller rouler ou aller marcher, je vais promener mon chien. Ça coûte pas Ouais. d'argent, fondamentalement, faut acheter la bouffe. Et le seul pôle où j'ai zéro limite, c'est la bouffe. J'essaye de bien manger, d'acheter de la bonne bouffe, j'adore cuisiner, donc je fais attention aussi à ce que je mets à peu près dans l'assiette. Et c'est comme ça que je le vois, mais tu me verras peu pas avec des fringues de luxe, ou alors c'est un cadeau de Noël, ou c'est un truc qui me faisait de l'œil, genre un beau manteau pour l'hiver, genre là un manteau de ski parce que je vais au ski tous les ans et que j'en ai marre d'être trempé au bout d'une descente. Donc Ouais. un beau manteau de ski, bah, c'était mon cadeau de Noël et c'est un truc qui va me faire 10 ans aussi. Donc voilà, je le C'est vois comme ça. c'est marrant parce qu'il y a un je sais que c'est quelque chose qu'on entend souvent quand les gens ils font du sport ou les entrepreneurs qui travaillent beaucoup de se fixer des objectifs plaisir ou des ouais si j'atteins tel chiffre d'affaires ou tel niveau en course je m'achète des nouvelles chaussures et tout et en fait t'as commencé de parler du sujet de la création de contenu et c'est vrai que quand la création de contenu fonctionne t'as plus besoin de te fixer ces objectifs parce que c'est des cadeaux qu'on t'offre sans qu'on te le demande enfin sans Ouais, que c'est ça. Non mais littéralement, moi je suis toujours gêné, on te l'envoie en automatique. Et c'est fou de voir la quantité de produits qui sont envoyés et même pas consommés. Moi je dis non. Je suis pas si gros, je suis pas un très gros influenceur, mais je dis non à des dotations qu'on me fait parce qu'il y a des mecs qui veulent t'envoyer full tenue chaussures, mais je vais pas l'utiliser ou c'est de la merde. Et désolé pour le gros mot, j'espère que tu seras pas banni, tu biperas. non t'inquiète Mais, mais du coup, je préfère ne pas l'avoir et j'essaye même là-dedans de pas surconsommer, de prendre juste ce dont j'ai besoin. Mais c'est dur parce que t'as envie de grid, t'as envie d'aller chercher, d'aller te dire, putain, vas-y, je vais la prendre, la paire de chaussures, je vais la revendre 100 balles sur Vinted, ça fera du chiffre, mais ça sert à rien, t'alimentes juste une économie foireuse. Moi, ça me fait suer, de Vinted, ça me fait suer en plus de mettre dans le petit paquet, aller à la boutique, je perds du temps, je préfère profiter d'un rayon de soleil, c'est mieux. t'as bien raison mais du coup, j'avais pas forcément prévu qu'on en parle, mais c'est intéressant. On peut peut-être faire une petite ellipse là-dessus, justement sur la création de contenu. Comment est-ce que t'es arrivé dans la création de contenu, au-delà du fait d'avoir les cadeaux, parce que t'en parlais aussi tout à l'heure que c'était ton canal principal de Ouais. développement, Bah, en société, quoi. en gros, comme un cheveu sur la soupe, je te dirais. Je suis arrivé sur Insta quand c'était l'époque des photos, donc c'était déjà vachement plus simple. Mais déjà à cette époque, quand je me suis lancé, on m'a dit c'est bouché, c'est saturé, n'y va pas, t'y arriveras jamais. Et on le dit encore aujourd'hui, on dit non, mais c'est saturé d'influenceurs, t'y arriveras pas. Ce qu'il faut, c'est pas que ce soit saturé d'influenceurs, c'est juste le faire constamment, tous les jours ou tous les 2 jours, et jamais lâcher. Et il faut jamais lâcher. Et c'est ça qui est dur. C'est qu'il faut pas prendre de vacances. Tu peux pas prendre 2 mois à l'été. Tu t'arrêtes. Insta, il a continué, il a changé et les gens t'ont oublié. Il faut être tout le temps dans la tête des gens et c'est ça qui est épuisant. C'est ce truc-là. Moi, je viens d'une mentalité d'ingénierie, de calcul pragmatique, de chiffres, de data, d'analyse de KPI, de ce genre de trucs. Mais KPI, si on veut faire américain. Mais, mais c'est pas des trucs. C'est-à-dire que la portée d'un poste, c'est pas quelque chose. Le like, c'est pas quelque chose qui me. Tu vois, je suis pas artiste. Je suis nul à souhait. Genre, j'ai aucune sensibilité créative ou aucune fibre. Là, je suis en train de me battre avec mon agent parce qu'on a un projet pour l'UTMB en fin août. On va faire l'UTMB filmé et je dois lui faire une plaquette de présentation du projet. Elle est moche, la plaquette. Tu dirais un PowerPoint de troisième. Et j'arrive pas. Et moi, je mets du temps dedans. J'y arrive pas. C'est moche. Par contre, j'arrive à être sympa et gaulerie en vidéo et à l'aise devant la caméra. Donc, j'utilise plutôt ce côté-là et ce truc-là. Mais ça a mis du temps et au début, c'est moche. Hein, mais je me suis dit, et j'ai toujours eu ce truc-là en tête de fais et tu verras après. Donc, je me suis lancé sur Insta, j'ai fait. J'ai commencé, j'ai fait du follow and follow parce que c'était la mode à l'époque. Enfin, c'était tout le monde faisait ça et je chopais mes 1000 premiers abos avec du follow and follow. Je me suis rendu compte que c'était que des paquis qui répondaient pas et des japonais et que ça n'avait aucun intérêt. Et que certes, j'avais 1000 abos, mais j'avais 10 likes sur ma publi. Et du coup, je me bah, ça ne sert à rien derrière. Donc, j'ai commencé à essayer de plus créer une communauté, voir comment c'est, et à m'intéresser au sujet, à consommer du contenu, à regarder des vidéos YouTube, à lire des livres, à écouter des podcasts d'auto-entrepreneurs sur la création de contenu, sur ce qui était important, sur ce qui marchait, sur les trends, et petit à petit, et encore aujourd'hui, je continue d'apprendre des trucs, d'étoffer, ça change. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus le vlog dans la consommation. Vlog, j'y arrive pas, je m'en sors pas, c'est long, c'est relou, le storytelling, j'arrive pas à le faire.
je me force à le faire et je me dis vaut mieux toujours fait que parfait. Ce truc-là de je le fais et j'ai fait pareil quand j'ai lancé le podcast. Le micro il était pourri, l'intonation, j'avais un nombre de tics de langage que j'ai encore d'ailleurs que j'essaye de corriger, mais tu te rends compte quand tu t'écoutes que tu as un nombre de tics de langage qui est affreux et qui est presque inaudible. Et en fait, t'as dû passer par là aussi au début. Et t'es en mode, ok, va falloir bosser dessus. Et en fait, c'est juste qu'à force de le faire et de répéter, bah ça finit par rentrer, par devenir facile et simple. Mais au début, c'est loin de l'être. Donc j'ai plus à cœur de regarder que ça progresse, peu importe le point de départ. Je me fie pas sur le point de départ ou sur le point d'arrivée. Je veux juste que chaque contenu soit un peu meilleur ou sur un sujet en tout cas soit un peu meilleur. C'est que ce soit sur la qualité vidéo, que ce soit sur le cadrage, que ce soit sur le montage, que ce soit sur ma manière, l'élocution, que ce soit peu importe le texte, la portée, la trend ou autre. J'essaye toujours de me challenger et de pas relâcher ça. Et je pense que ça, vu que t'es auto aussi, tu dois le vivre. C'est important de pas se reposer sur ses acquis et d'essayer toujours d'aller chercher, tester, apprendre, découvrir. Et c'est plus ça que je kiffe vraiment. Ouais. Genre c'est ce truc-là de confronter même des idées. De s'entendre, ah toi tu fais comme ça, je fais pas du tout comme ça, mais ça marche tous les deux. Et c'est marrant ce truc-là de t'as pas raison, j'ai pas raison. C'est juste viens, on apprend tous les deux. Et ça pareil en coaching, je kiffe. Comme j'ai beaucoup appris tout seul de mon côté, j'adore confronter mes idées avec d'autres coachs et dire bah moi voilà je ferais un plan comme ça pour développer la puissance aérobie, bah je ferais ça comme bloc d'entraînement. Est-ce que tu ferais cette séance là ou pas? Non, moi je ferais plus comme ça, je travaillerais avec du vélo, etc. Ah, trop cool, putain, c'est intéressant de voir comment tu peux faire autrement. Et je pense que c'est complémentaire, mais ça vient du fait que j'ai été obligé d'apprendre. J'ai été obligé de me sortir les doigts et d'aller me challenger et que je suis pas sorti d'une école de commerce où on m'a dit bah voilà les codes, voilà les contacts si t'as besoin. tiens le contact de Canal+, si t'as besoin de faire un film, t'as le contact de Canal+. Ça peut aider, mais je l'ai toujours pas d'ailleurs le contact. Si t'as le contact de Canal+, ça me servira à rien. On peut chercher, ça peut se trouver. Mais t'as parlé d'un sujet, on va l'aborder juste après du fait que t'es coach, parce que j'avais préparé quelques questions par rapport à ça. Mais là, dans ton discours, il y a un truc qui est très cool, c'est ce que tu disais, le fait est mieux que parfait. Enfin, et il faut mieux faire que réfléchir longtemps. Et c'est un truc qui est très cool parce qu'on se rend compte que toutes celles qui font des choses, qui avancent, qui ont atteignent des objectifs sont dans cette mentalité-là. Mais il y a aussi souvent un côté négatif de bah on n'arrive pas à être consistant sur la longueur parce qu'on a tellement toujours d'idées qu'on fait toujours plein de choses et en fait on fait toujours l'étape 1 mais on n'arrive jamais à la 10e. Comment est-ce que toi t'arrives à filtrer un peu tout ça et quand même être consistant sur quelque chose sans te dire ah là je vais préparer l'UTMB et le lendemain préparer un Ironman et le lendemain sur le lendemain préparer Ouais. Et ben en gros, tu parles dans le côté business ou dans le côté sportif? dans au global parce que je pense que ça se recoupe quand même que ça soit dans le sport comme dans le business ou même dans la vie de tous les jours dans les envies Ouais. créatives ou En gros, j'aime bien toucher à tout, mais j'aime bien toucher à tout à fond sur un truc. Alors à fond, je dis pas que je deviens le meilleur à la fin, mais moi, je m'y suis mis à fond jusqu'à ce que ça me saoule. Et je respecte deux règles un peu entre guillemets dessus. C'est la première, c'est accepter qu'il y ait des moments ça va pas. C'est pas linéaire. Accepter. J'ai toujours eu en tête que c'était pas une ligne droite et que c'était pas linéaire. Que c'était des semaines ou des mois où je bombarde et je suis trop créatif et c'est hyper facile de créer du contenu, du podcast. Même de temps en temps la vie s'aligne où tous tes invités te répondent et ça se fait dans la semaine et les horaires match et tout match et tout passe et le podcast est cool et explose et ou pour le podcast ou pour les réels des fois je crée 10 réels dans la journée et j'ai du contenu pour 2 semaines et j'y arrive et j'ai l'énergie, j'ai la disponibilité mentale aussi, on n'en parle pas assez, mais quand tu te mets face à la caméra ou que par exemple quand on enregistre ce podcast, si on est tout endormi, en train de pleurer, de chouiner, de pas être bien, les gens vont pas écouter. C'est une contrainte obligatoire. C'est-à-dire que, hormis si c'est un contenu où tu pleures, par exemple, je pense au contenu des femmes qui dénoncent des violences, par exemple, des ouais. violences sexistes ou sexuelles, où elles se filment en état de choc. C'est utile pour le propos, mais sinon la majorité du temps, ce genre de contenu, ce qu'on veut, c'est plutôt de la bonne humeur, de la détente, du apprendre quelque chose, un truc positif. C'est ça qu'on cherche. Et du coup, tu es obligé de mettre une part de toi ou tu es obligé d'être positif. Et quand tu crées du contenu, toi, même si tu as passé une sale journée, tu le mets de côté.
et t'es en mode je focus sur le contenu. Et ça, je sais que je peux pas le faire à chaque fois. J'ai pas la disponibilité émotionnelle de le faire à chaque fois et la disponibilité mentale de le faire à chaque fois. Et du coup, j'ai accepté ces montagnes russes où j'essaye toujours d'avoir quelques contenus d'avance, mais je suis très mal organisé, donc en réalité, j'en ai pas. Et de temps en temps, je réutilise des anciennes vidéos et j'essaye de. Il y a des semaines, je sauve les meubles comme je peux parce que à force de faire, t'apprends deux trois hooks faciles sur deux trois trucs, comment faire du bidouillage facile et rapide. Mais c'est pas le contenu dont je suis le plus fier ou les contenus qui me font le plus rire, mais ça peut marcher. Donc c'est plus pour rester présent et rester continu, rester ancré dans la tête des gens. Mais du coup, la première règle, c'est d'accepter que ça aille pas et essayer de pas tout lâcher quand ça va pas. Et la deuxième, c'est, je me suis perdu moi-même. C'était d'avoir qu'un seul objectif à la fois. C'est-à-dire que quand je me lance sur le podcast, je me lance que sur le podcast. Tout le reste, je le mets au fonctionnement minimal et j'essaye rien d'autre dans le reste. C'est-à-dire que le coaching, je mets ça en stand-by, je prends le nombre d'athlètes que je sais tourner au minimum. C'est pas là que j'essaye de me challenger à prendre un maximum d'athlètes ou à voir jusqu'à combien je peux gérer. Pareil sur Insta, c'est pas là que j'essaye des nouveaux contenus, des nouveaux trucs où je me lance sur une créa de contenu, un post par jour. Je me lance pas 20 défis à la fois. Là, je me suis lancé dans l'écriture d'un livre. Je me suis mis dans l'écriture du livre et j'ai fait que ça. J'ai gardé le coaching et la création de contenu. J'ai quasiment plus rien fait parce que c'est horrible d'écrire un livre. Je le referai pas tout de suite et je suis trop content de l'avoir fait, mais c'est pas pour moi du tout. Donc je suis content d'avoir coché la case et de l'avoir vécu et d'avoir un livre à moi qui existe, mais je le referai pas. Parce que c'est trop prenant mentalement et chronophage et ça me demande trop. Je suis dyslexique à la base, c'était pour le challenge de me sortir le plus loin possible de ma zone de confort. C'est chose faite, je veux plus y retourner. C'est bon. Ces journées-là, je suis pas capable de les tanker. Donc, par contre, je me suis mis ça a duré quasiment 3 mois. Pendant 3 mois, ça a été le projet unique de mes journées. Je me lève en pensant à ça, je mange en pensant à ça, je me couche en pensant à ça, je rêve de ça, et je fais quasiment que ça de mes journées. Le reste, je fais le coaching, j'assure le coaching au minimum. J'avais une journée de coaching par semaine. Une demi-journée de créa de contenu, alors que normalement je peux monter à 2 journées de coaching et à presque 2 ou 3 journées si je mets YouTube de créa de contenu. Ok. Donc tu redoses en fait comme ça, et tout le reste par contre quasiment pas de week-end et pas de jour off, des demi-journées off de temps en temps où j'essayais quand même d'aller souffler, et hormis le sport sinon. Mais du coup je me mets un objectif. Je vais jusqu'au bout de cet objectif, quelle que soit ma motivation ou ma démotivation, et j'accepte qu'après ça fluctue. Et c'est ça, et c'est les deux règles qui, je trouve, fonctionnent pas trop mal pour éviter de s'éparpiller et accepter que ce soit pas toujours hyper productif. Ok, je note. Bon conseil pour tous ceux qui nous écoutent et pour moi-même qui suis un Je peu sais pas s'ils sont là-dedans bons, mais aussi. ils fonctionnent pour moi. En tout cas, moi, En tout cas, ça fonctionne. autant les tester. On verra après s'ils sont bons. C'est comme ce que je dis à chaque fois à ceux qui nous écoutent et à ceux qui prennent un peu les conseils des invités. C'est chaque personne est différente, donc il n'y a pas de manière de faire. Ça boucle avec ce que tu disais tout à l'heure. Donc autant essayer les méthodes qu'on entend et voir s'ils fonctionnent vraiment pour nous. Testez, et après faites à votre sauce, adaptez à ce qui vous correspond. C'est T'as le meilleur conseil. T'as parlé un peu du livre et du coaching, justement, si on ouvre un peu cette porte avant la fin de l'épisode. Euh, je sais même pas comment commencer cette partie, mais peut-être par le livre. Qu'est-ce que ça fait d'accoucher d'un bouquin de je sais même pas combien de pages? Enfin, Je devrais faire à peu près 200. J'avais visé 300 au démarrage, ok, mais en fait, c'était vraiment un saut dans l'inconnu. C'est-à-dire que c'est un truc que je maîtrise pas du tout. J'ai conscience de pas le maîtriser et que ce soit une limite complète chez moi. Je suis meilleur en vidéo qu'en écriture sur tous mes réels, etc. Je me rends compte que le référencement SEO, je suis pas ouf. Et c'est un truc où j'aime bien toujours cette idée d'aller me challenger, comme avec le sport. Je suis pas spécialement bon en endurance, je suis pas spécialement rapide. J'étais un petit gros au lycée. J'aime bien cette idée de me dire ouais, mais j'ai réussi à aller chercher ça. À aller le faire et à aller accomplir, même si je m'en fiche d'être le meilleur, mais moi j'ai réussi à aller le faire. La zone de confort a été là-bas, je l'ai un peu agrandi parce qu'à chaque fois je me rends compte que ça me permet de vivre le quotidien de façon plus apaisée et de me dire ton plat il est cramé, bon c'est pas grave, c'est juste un plat cramé, ça rend le truc moins grave parce qu'à côté t'es en train d'essayer d'écrire un putain de bouquin et tu sais pas par quel bout le prendre et par quel bout commencer. Donc après j'ai été un peu encadré par la maison d'édition. Ils m'ont donné quelques guidelines, mais c'était très très vaste et je savais pas trop comment lancer. Donc
comme tout projet, je me suis lancé et je me suis dit, bah, j'ai toujours appliqué cette règle, j'ai fait. Et les premières pages, au début, je rayais, je savais pas où j'allais, je lançais les trucs, les words. J'ai pas eu le syndrome de la page blanche parce que je me suis jamais laissé le temps d'avoir une page blanche. Et je Ouais. balançais tout et je voyais après ce qu'il y avait. Mais c'est ce qu'il y a eu au début et ce qu'il y a eu à la fin, ça n'a rien à voir. C'est plus le même livre sur les premiers jets de ce qu'il y a 3 mois après. Et c'est là où c'est cool. Mais je voulais vraiment le faire comme un défi. Je l'ai vraiment abordé comme un défi de OK, un challenge de OK, il va falloir m'asseoir à un PC, me concentrer pendant 4, 6, 8 heures d'affilée en faisant des petites pauses, mais concentrer sur la tâche de la journée dessus, à avoir le cerveau fixé que là-dessus. Et c'est pas forcément un exercice dans lequel je suis très bon d'être monotâche sur la longueur. Rester focus dessus toute la journée mentalement, je préfère arrêter, faire un peu de coaching, un peu de créa de contenu, un peu de compta, un peu de déclat URSAF et je ponctue comme ça un peu de sport et comme ça tu t'amuses et je trouve que tu prends plus de plaisir à mettre un peu de couleur partout que manger que la même couleur sur 3 mois. C'est pour ça que là c'est fatigant, mais je suis content parce que je l'ai réussi. Enfin réussi, je sais pas, on verra, c'est les lecteurs qui me diront derrière, mais moi je suis à peu près satisfait de ce que j'ai sorti, même si on l'est jamais vraiment, et c'est dur de dire bah c'est parfait. Je sais que c'est loin de l'être et que il y a plein de trucs que je pourrais améliorer, que je pourrais étoffer, et que je pourrais. Mais à un moment il faut que le projet sorte et il faut que ça existe et encore une fois il vaut mieux fait que parfait. Donc il existe, il est là vu qu'il y a la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube, j'ai le premier exemplaire dans les mains. Et on a bossé avec la maison d'édition dessus. Il a été relu par mon agent, donc celle qui nous a mis en commun, Manon, big up si tu passes par là et que t'écoutes l'épisode. Et j'ai réussi à lui arracher quelques larmes dans le livre, alors que de base, j'ai parlé avec mes tripes de l'histoire là qu'on a un peu abordé dans l'épisode et de pourquoi je me suis mis au triathlon et comment j'ai vécu mon premier Ironman en gros, l'aventure de mon premier Ironman, vraiment sur la journée, pas l'entraînement, Ok. mais vraiment la journée, l'épreuve de l'Ironman. Et j'ai essayé de me livrer tel quel. Je vais pas essayer de parler de performance, parler de dépassement de soi, mais vraiment de moi, comment je l'ai vécu, avec des conseils un peu de conseils de coach dedans, un peu de storytelling, histoire de que ça qu'il y ait un fil rouge et que ça tienne. Mais je suis content quand elle me dit, franchement, j'ai pris une claque, je m'attendais pas à ce que tu sortes ça et tu m'as tiré 2 larmes sur le livre. C'est vrai, putain. Donc même si c'est raté, j'ai déjà au moins réussi ça. Et j'essaye de me dire, même s'il est mal accueilli derrière, même si, pour moi, j'ai réussi à le sortir et j'ai réussi à atteindre 150 précommandes, c'est ce qui était le minimum pour qu'il existe et qu'il soit édité. Donc pour moi, le challenge est fait et il est validé. Évidemment, après, il va falloir faire vivre le projet et j'espère que les retours seront cool. À l'heure où on enregistre, il n'y a pas encore eu beaucoup de, il y a que Manon qui l'a lu officiellement. Même Ok. ma femme attend la surprise pour le lire. Mais du coup, c'est un challenge où je suis prêt à encaisser les critiques et à apprendre. Je sais que je suis pas écrivain et c'est pas avec la volonté d'être écrivain que j'y vais. C'est plus la volonté du challenge et du défi de me dire, il y a un livre qui existe sur une bibliothèque quelque part dans le monde de moi. Et et ça, c'est fou parce que quand on voit mon niveau de français ou en philo, c'était pas gagné d'avance. Si je vais voir ma prof de français de terminale pour lui dire, ben ouais, j'en ai écrit un. Elle me dit, non, c'est pas possible, tu bluffes. Et j'ai presque envie de lui envoyer pour la vanne de voir, aller la voir et lui en remettre ça en mode, bah alors, qu'est-ce que t'en penses? Je sais même pas si elle se rappelle de moi, mais ça me ferait beaucoup rire de faire ça. Et c'est pour ça que je l'ai fait. C'était l'unique objectif derrière et je l'ai plus rajouté comme une corde à mon arc et comme, pareil, un défi, un challenge où maintenant je sais ce que c'est que d'écrire un livre, ce que ça représente, les étapes qui jalonnent la création d'un livre, la fatigue que ça représente, l'investissement que ça représente, le travail que ça représente, que c'est dur d'imaginer quand tu t'es jamais mis dedans, c'est dur de rendre plausible ce que c'est. Tu Ouais. peux pas savoir concrètement. C'est comme enregistrer un podcast, t'as jamais enregistré de podcast, tu sais pas toutes les galères qu'il peut y avoir, tout le travail qu'il y a en amont, tout le travail qu'il y a en aval. Tu peux pas l'estimer. Tu t'en as une petite idée. On te dit bah oui, il faut un peu scripter, trouver des invités, voilà. Mais tu sais pas combien de temps ça prend et tu sais pas exactement le pondérer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Malheureusement, c'est 10% même pas, quoi. C'est presque la partie la plus sympa quand t'enregistres l'épisode. C'est presque le plus cool Mais, du taf. mais ouais. Et du coup, c'est super intéressant de voir tout le parcours que tu as eu sur ce livre. Pour ceux qui nous écoutent, donc tu nous disais les précommandes sont terminées au moment où sortira l'épisode. Je pense qu'il sera pas encore livré de ce que tu me disais. Mi-juin 2026 la livraison. Ok. Et du coup,
après mi-juin, est-ce que pour ceux qui nous écoutent, ça sera possible de le commander? Si oui, Et vous où pouvez et de déjà le quoi ça commander parle? Ok, maintenant. Vous pouvez déjà le commander maintenant et l'acheter maintenant. C'est juste qu'on a atteint la barre des précommandes, mais vous ok, pouvez toujours, en gros, c'est toujours une précommande, mais c'est un achat parce que c'est sûr qu'il va voir le jour. Avant les précommandes, il y avait une ok. condition de remboursement si ça voyait pas le jour. Mais là, comme c'est sûr qu'il va voir le jour, vous pouvez l'acheter juste si vous l'achetez en, je sais pas quand sort l'épisode, en mars ou en avril. Si vous l'achetez en avril, vous l'aurez mi-juin, donc il y a deux mois de timeline. Et si vous écoutez en juillet 2026, vous pouvez l'acheter, il sera livré dans les 48 heures directement chez vous à la Ok. maison. Et du coup, t'en parlais rapidement, tu disais il est pas orienté sur la performance, mais sur ton aventure de ton premier Ironman le jour J, enfin les 24 heures avant, ou le jour J, j'ai perdu la... Le jour en gros, j'ai fait un benchmark de ce qu'il y avait sur le marché des livres et j'ai vu qu'il y avait déjà beaucoup de livres de conseils, qu'il y avait énormément de livres en triathlon ou en Ironman, il y avait déjà énormément de livres qui donnaient des conseils, des plans d'entraînement, du coaching presque dedans ou des séances structurées qui expliquaient ce que c'était la PMA, la FTP, la VMA, etc. Et que du coup, je me suis dit, ça existe déjà. Par contre, ce qui existe très peu, c'est quelque chose qui donne envie de faire du triathlon ou de se lancer sur l'Ironman ou au-delà. J'espère avoir réussi à être plus généraliste parce que je prends l'exemple de l'Ironman et de mon parcours, mais j'essaye d'ouvrir sur. Mais lancez-vous en fait. Le truc qui vous fait peur, c'est peut-être la meilleure aventure que vous avez à vivre et c'est peut-être la plus belle expérience que vous allez vivre. Donc, essayez d'aller kiffer cette expérience. Et c'est le propos du livre. C'est pas facile, c'est pas simple, c'est pas gratuit et donné. On n'est pas venu me chercher en disant tiens la médaille d'Ironman. C'est ça, c'est loin d'être arrivé. Il y a des conditions financières évidemment et d'investissement, de travail d'entraînement qu'il faut pouvoir caler. Et je l'aborde, mais c'est plus la notion de je reste un être humain qui fait un défi hors norme. Et voilà comment je me suis senti, ce que j'ai traversé, par quelles étapes et quelle logistique j'ai mis en place ou quelles astuces j'ai mis en place. Je suis pas différent de vous. Juste pendant 15 ans, j'ai jamais lâché le morceau et pendant 15 ans, je me suis dit je ferai un Ironman. Pendant 15 ans, j'ai fait un Ironman, j'ai attendu d'avoir la ressource financière, le temps et le physique pour pouvoir le faire. Ça m'a mis 15 ans parce que j'ai eu le rêve à 8 ans. Bon bah ça met du temps quoi. C'est pas très grave parce qu'à 8 ans, c'est impossible, mais du coup, ça met du temps mais à la fin, je peux dire je l'ai fait. Et c'est ça qui est cool, je trouve. Très cool, très beau message et je pense du coup je mettrai le lien dans la description où je trouverai un moyen de partager pour ceux qui nous écoutent et j'irai le précommander aussi, enfin l'acheter du coup maintenant aussi pour lire ça à la sortie. Je te l'enverrai avec plaisir, Marc. Pas Les de souci, privilèges d'influenceur, désolé pour les auditeurs. Tu m'enverras ton adresse, je te pas de l'enverrai. souci. Merci beaucoup. Et pour enchaîner du coup, vu que maintenant t'es coach, pour finir un peu sur ce sujet-là et que t'as parlé de ce livre, de ton aventure sur les 24 heures de ton Ironman et que tu nous as fait ce beau message sur ce lancez-vous. J'avais prévu une question au cas où, mais j'avais pas pensé à la poser, mais vu que c'est le sujet, je me dis ça peut faire une bonne passe. Pour tous ceux qui se lancent typiquement sur de la course à pied ou de l'Ironman ou du trail, alors moi j'ai repris la course là il y a pas longtemps parce que je me suis fait opérer typiquement et je commence à avoir des douleurs sur les tibias et les chevilles, donc je pense que j'ai mal géré la surcharge progressive. Et je me rends compte que c'est pas une douleur si anodine dans le sens où la majorité de ceux qui commencent la course à pied ou qui reprennent des sports dans ce style ont ces douleurs. Pour ceux qui sont dans ce cas-là, vu que tu as un peu une position aussi de coach et que tu as peut-être des conseils au-delà d'aller voir un médecin, quelle est la première chose qu'on peut mettre en place au-delà de demander à ChatGPT si on peut courir dessus pour savoir si... Faites pas ça. C'est pour ça que je te pose cette question. Non, mais c'est marrant parce que c'est un fléau et que en fait, ChatGPT, c'est comme Google, c'est intéressant et ça élague 80% de la forêt. Donc, ça donne déjà une direction qui est cool, mais c'est pas forcément pertinent. Et puis surtout, ça dépend énormément du prompt que tu injectes dans ChatGPT et des limites que tu lui donnes. Si ton prompt, il est pourri, ton plan d'entraînement, il sera pourri et pour l'adaptation derrière, ça peut être compliqué. ChatGPT, moi, je pense que ça reste un taf humain et c'est ma vision et après, je la défends aussi forcément parce que c'est mon taf et mon activité, mais le plus gros du travail, c'est pas que, en tout cas de mon côté, c'est pas le plan d'entraînement, c'est plutôt le côté humain et l'adaptation aux contraintes humaines et à la charge humaine. Et va expliquer à ChatGPT que tu es fatigué de ton travail ou de tes enfants et qu'il faut adapter et comment il va adapter cette charge nerveuse et mentale. Je sais pas si s'il a cette sensibilité là pour retoucher, mais donc éviter au maximum ces outils là et écouter tous les conseils, prendre un peu tout et faire son benchmark.
qu'il y a plein de choses sur Instagram, en livre, en podcast. Il y a énormément de ressources aujourd'hui gratuites disponibles. Mais ne pas oublier que c'est du généraliste à chaque fois. Moi, c'est pour ça que j'évite de faire un conseil, parce que je vais te donner un conseil à toi. Il va être propre dans ton cas, avec ton retour de blessure, ton passif à toi, ton âge à toi, ton rythme de vie, ta nutrition. Et là, actuellement, tes périostes, probablement, si c'est le cas, ou ces inflammations. Et du coup, ces conseils-là seront valables qu'avec quelqu'un qui serait extrêmement équivalent à toi. Et pas du tout à tout le monde. Donc, j'essaye plutôt d'être à l'inverse, mais c'est compliqué parce que tout le monde donne des grands conseils et je pourrais te dire, cours en endurance fondamentale, sois sûr de pouvoir courir. Moi-même, ça me fait suer de donner les conseils parce que oui, à la base, fais du renfo, cours en EF. C'est les bons conseils à appliquer. Mais surtout, écoutez-vous. Si vous avez mal, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas et faites-vous encadrer. Si c'est par un coach, c'est par un coach. Si c'est par un kiné, c'est par un kiné. Si c'est par un ostéo, allez chez l'ostéo. Posez des questions à votre médecin. Parlez autour de vous. Allez à un club à côté de chez vous pour en discuter. Il y a des coachs FFA dans tous les clubs qui sont accessibles et qui sont très bons. Donc je te dirais oui, mais peut-être que l'EF dans ton cas c'est pas la solution et c'est peut-être, je dirais même plutôt le renfo. Aller sur du renfo, mais quels exos, quel travail faire? Tu vois ou pas la limite, Ouais. où c'est là où je trouve ça toujours un peu touchy. On pourrait en faire un épisode complet sur débuter en course à pied, qui aurait plein de limites et que ce serait dur à cadrer parce qu'à chaque fois en fait on parle pour un persona et du coup pour une espèce de personne type et c'est souvent des archétypes de 30 ans en forme, qui était un peu sédentaire mais relative, ça va, pas de surpoids, pas d'enfants, pas de gros travail qui pompe 70 heures semaine, ce genre de contraintes qui obligent à adapter forcément. Donc gère la surcharge progressive évidemment, fais de l'EF au maximum le temps de monter un petit peu en volume, monte en volume soit progressif et fais du renfo si t'as mal. Le renfo c'est la clé à 80% des problèmes des coureurs, hormis les problèmes médicaux, mais là ça relève du domaine médical. Mais faire du renfo, même si on aime courir, faire du renfo, c'est souvent ce qui limite les coureurs. Parfait. Et pour finir un peu l'épisode avec une question que je pose à tous les invités, justement j'en profite pour passer une référence en même temps vu qu'on est sur ce sujet-là et que j'ai l'impression que c'est un peu une bible parce que c'est comme ça que moi on m'a initié à la course à pied, mais pour ceux qui nous écoutent et qui ont aussi ces problèmes-là, si vous voulez des informations un peu plus sûres que ChatGPT avant d'aller voir le médecin, vous pouvez lire ou les ressources ou le livre de la clinique du coureur, du coup, Ouais. qui est une très bonne ressource que j'ai l'impression tous les entraîneurs partagent et que Kevin Moncelli qui est passé sur ce micro aussi partage. Et Ouais, donc, c'est validé à peu près partout. La clinique du coureur, t'as très peu de risques avec ça, c'est la sécurité. parfait. Et du coup, au-delà de la clinique du coureur et de ton livre que tu as écrit et qui sort bientôt, pour ceux qui nous écoutent, est-ce qu'il y a un livre que tu recommanderais ou s'il y en a un que tu pouvais offrir au monde entier, on va dire, lequel ce serait? Ça dépend du coup, parce qu'on a abordé beaucoup de domaines et ça dépend si tu parles en développement perso, en entrepreneuriat ou en sport. J'aurais pas forcément le même à chaque fois. Je vais te faire les trois du coup. Pas de souci. On l'a abordé en entrepreneuriat, c'est facile. C'est Tim Ferriss qui pour moi m'a lancé. Alors il y a énormément de limites et je suis pas d'accord. La semaine de 4 heures, ça n'existe pas, c'est utopique et très. Enfin, il y en a qui y arrivent, mais il y a énormément de limites à ce modèle-là et en France, c'est très compliqué pour l'atteindre. Aux États-Unis peut-être, mais en France, ça doit être jouable. Il y a toujours des gens qui vont dire, moi, j'y arrive, c'est faisable. T'as pas le bon système, sûrement, mais ça reste pas la majorité des gens. Donc, c'est utopique, mais il y a énormément de bons conseils, ou en tout cas, pour un changement de mindset ou aborder l'entrepreneuriat, je trouve ça hyper intéressant sur le positionnement mental. Le livre en développement perso qui m'a énormément aidé, c'est One Thing. C'est une chose. En gros, ça t'apprend à faire qu'une chose à la fois. Et on en a parlé, mais c'est vraiment, moi, il est dans ma bibliothèque juste à côté. C'est pas là, c'est les One Piece. Ça, c'est plus important. Euh, One Piece, évidemment, lisez One Piece. On va enfin découvrir ce que c'est que le trésor, le One Piece. Donc, faut suivre, mais c'est pas une ressource que j'ai envie de partager. Donc One Thing, pour tous ceux qui travaillent, qui sont actifs, ça permet de se canaliser, de se calmer et de faire une tâche, d'apprendre à faire une tâche bien, parce que ça s'apprend en fait à essayer d'être vraiment focus sur un seul truc et de faire qu'une seule chose à la fois. Et c'est dur aujourd'hui, je trouve, avec la consommation de contenu où on est tous pareils, on se pose devant Netflix ou devant la télé et on scrolle en même temps sur le téléphone pour peu qu'on soit en train de...
se masser avec le pistolet de massage en même temps ou de manger un truc en parallèle. Tu fais 4 trucs pour ton cerveau, c'est épuisant. T'es absolument pas en train de te reposer. Donc c'est essayer de séquencer, d'apprendre à gérer justement se faire un truc à la fois. Donc OneSync pour tous les actifs, je trouve ça hyper important pour réapprendre à vivre une action à la fois. Et dans le milieu sportif, bah, je l'ai juste là. Hop là, c'est la Bible du trail. Raven Direct en live. Parce que du coup, je pratique beaucoup l'ultra trail et le trail et je trouve que ça regroupe absolument tout. Alors là, c'est des boss et des bulles qui a fait la couverture pour ceux qui sont pas sur YouTube et qui voient pas la vidéo. Mais c'est Éric Lacroix, donc c'est un très grand entraîneur français de trail qui a mis toutes ses connaissances et l'intégralité de sa carrière dans ce bouquin-là globalement. Et il y a, si tu veux te lancer en trail ou même performer en trail, t'as, j'ai envie de dire 100% des clés, mais c'est jamais le cas parce qu'après il faut réussir à adapter, à avoir une intelligence de planification. Mais t'as toutes les clés pour débuter, pour apprendre, c'est hyper intéressant. Ça parle nutrition, ça parle renfo, ça parle descendre, des plus, des moins, course sur route, biomécanique, il y a tous les sujets qui sont abordés. Donc ce serait le livre pour tous les sportifs, en tout cas en trail. Moi qui m'a fait, en plus il est cool avec des bosses et des bulles, les illustrations sont belles. Donc vraiment il est juste à côté de mon bureau et j'y retourne très très souvent quand j'ai un doute sur une unité ou sur un truc, ça me sert de bible Ok, parfait. Bah, globalement. T'en merci as. pour les recos. On a beaucoup de lectures à faire. J'espère que ça plaira à Il y en a ceux pour tous les goûts comme ça. j'espère que ça plaira à tous ceux qui nous écoutent et puis, bah, merci beaucoup pour l'épisode, Benjamin. J'espère que t'as kiffé. Merci à toi pour l'invitation et pour avoir discuté de tout ça. J'espère que ma petite vie intéressera ou inspirera des gens et permettra à d'autres de se dire que c'est possible. Parce que ça reste le but du message, c'est de dire s'il y a un truc qui vous plaît pas, si une situation vous plaît pas, ça sera pas simple, ça sera pas facile, il y aura des obstacles, mais faites-le. Lancez-vous, essayez, allez-y step by step, ayez un plan d'action et essayez, et tentez-le. Et 100% des gens qui ont réussi, ont essayé à la base et se sont lancés à la base. Donc c'est comme 100% des gagnants ont joué, c'est exactement le même adage, faut essayer et peut-être que vous perdrez, mais vous aurez appris des trucs sur la route et ce sera toujours cool, globalement. C'est Parfait. ça le message. En espérant que Merci ça ait plu. beaucoup. Merci beaucoup pour le mot de la fin qui est parfait. Et j'en profite aussi pour dire à tous ceux qui nous ont écoutés jusque-là, du coup, de suivre et de vous abonner au compte de Benjamin, c'est pas déjà fait. Et pareil pour le compte de Crisis Crisis. surtout. Abonnez-vous au podcast Crisis, laissez un commentaire, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode et surtout laissez un avis. On est créateurs de podcasts tous les deux. Les étoiles, c'est ça qui mettez des notations et mettez des retours, c'est ça qui permet d'être connu. C'est très dur de lancer un podcast. C'est très compliqué parce que Spotify c'est mal foutu donc mettez des avis, je te fais ta promo.